Je suis au dernier étage d'un immeuble en plein centre de Bruxelles. J'ai découvert une toute petite fenêtre qui, par je ne sais quel oubli, n'a pas été scellée. Eh bien, c'est devenu ma fenêtre à moi. C'est mon secret. Mais quand je veux m'y rendre, je dois me comporter comme un sioux pour ne pas me faire repérer. Alors je fais des détours par les sombres couloirs des caves dont toutes les portes sont alourdies de gros cadenas. Mais cela me donne accès à un escalier peu fréquenté, mais qui m'oblige à traverser la salle des sciences où le vieux squelette m'attend pour me faire peur. Waouh! Et l'hiver, à la fin des cours, quand le noir s'expand sournoisement à l'intérieur du bâtiment, eh bien c'est encore plus flippant. Mais de ma fenêtre, je respire l'odeur de la ville, les gaz d'échappement des voitures et cette odeur caractéristique des trolleybus électriques qui peinent à monter la rue. Mais quel délice! Ça sent la liberté. Waouh! Quand j'ai pris ma dose, je me précipite vers le réfectoire, car nous sommes surveillés comme des repris de justice. On doit toujours être ensemble. Les 38 pensionnaires n'existent qu'ensemble. On nous recompte sans arrêt à chaque détour de couloir, à chaque changement d'espace. Et celle qui nous compte est une forme grise surmontée d'une coiffe blanche. C'est une forme impersonnelle qui ne parle pas. Elle frappe dans les mains pour nous rappeler à l'ordre. Cette forme ne marche pas non plus. Elle glisse sur le sol. Heureusement, elle a une estafette sonore qui la précède. C'est son chapelet. Une sorte de grande corde à sauter avec des boules noires qui s'entrechoquent et l'ensemble soutient un crucifix qui, malgré les chocs, n'est pas encore parvenu à se libérer de sa croix. On nous conduit du réfectoire au dortoir. Et arrivé devant la grande porte, eh bien, les 38 se coupent en deux. Il y a les grandes à gauche et les petites à droite. Et moi, je fais partie des petites parce que j'ai 12 ans. On pourrait croire que mes parents m'ont placé dans une maison de redressement, mais détrompez-vous, je suis dans un internat pour filles de bonne famille. Et si ma mère a choisi de me placer chez les filles de la sagesse, c'est parce que j'ai une arrière-arrière-tante que je ne connais pas et qui, toute jeune, s'est fait happer par cette confrérie drastique, bon chic, bon genre. Ma mère espère que cette prérogative m'apportera un peu de douceur dans ce quotidien austère et déshumanisé. Le dortoir est un ensemble de petites cages mises dos à dos et fermées par un rideau. Si je vous disais que je n'ai jamais su le nom de la fille qui occupait la chambrée au dos de la mienne, alors qu'on aurait pu se dire bonsoir par au-dessus de la cloison, il suffisait de monter sur son lit. Oui, mais au moindre bruit suspect, le rideau était arraché vers la droite et le bruit du chapelet faisait éruption dans la chambre. « Mademoiselle Dinan, vous serez privée de sortie lors du prochain week-end. » Et comme ma mère s'était laissée convaincre qu'une sortie tous les 15 jours était bénéfique à mon éducation, je venais d'en prendre pour un mois. Un mois à aller sniffer la rue pour ne pas me pendre au bout d'une corde. Durant cette première année chez les filles de la sagesse, j'ai appris à obéir, à vivre en groupe, à mettre provisoirement mon ego en sommeil. Mais j'ai aussi découvert la manipulation. Comment obtenir une faveur alors que c'est interdit? Comment avoir des yeux d'ange quand la supérieure vous questionne alors que vous venez de déposer une boule puante sous son coussin dans la chapelle? Mais je cherchais mes repères et je découvrais les faiblesses de ces femmes ensevelies. Et je n'avais aucune difficulté à concevoir la partie cachée de ces icebergs. En cela, j'ai hérité de l'esprit contestataire et anarchiste de mon père, qui ne croit ni en Dieu ni au diable. En fait, c'est là la première fois que j'ai manifesté, pour la première fois, mes polarités. Pour ma mère, je devais apprendre à m'intégrer dans cette confrérie bien pensante de femmes extraordinaires et faire en sorte de me noyer dans la relation. C'est par l'obéissance et le don de soi, me disait-elle, qu'on crée une vie riche et généreuse. Alors que pour mon père, je devais apprendre à faire face à ces hypocrites pour développer mon ego et mon sens critique. Et mon sens critique, je l'ai développé.
mais l'année suivante. Cette première année d'internement m'a permis d'asseoir les bases de ma personnalité. Dire toujours le fond de sa pensée, ne jamais tricher par convenance ou par convoitise. Lutter contre l'injustice. Aider ceux et celles qui en sont les victimes. Travailler. Avoir un projet de vie. Faire de sa vie une œuvre d'art. Toucher à tout, ne pas se mettre de limites. Savoir que ma liberté ne s'arrêtera que si j'empiète sur le territoire de l'autre. C'est la fin de l'année et je me vois dans les Ardennes chez ma grand-mère paternelle, celle que j'appelle ma mémère. Je viens de finir ma première année du secondaire et je suis en vacances pour 2 mois au bord de la Semois. Quand on a 13 ans, 2 mois c'est l'éternité. On pense qu'on n'en verra jamais le bout. Alors je m'élance avec mon vélo sur les routes de mes Ardennes à moi. J'ai accroché des cartes à jouer sur les rayons avec des pinces à linge. Et ça pétarade quand je prends de la vitesse. Mais j'adore, j'adore. Cela me donne un sentiment de puissance et d'invulnérabilité. Je suis la reine de la route. Je me noie dans le vent. Et quelque chose me transporte à l'intérieur de moi. Je ressens les premiers émois de la puberté sans savoir que c'est cela qui m'arrive. Et je me surprends à regarder les garçons avec d'autres yeux. Mais j'enfuis aussitôt mes pensées, car j'ai honte. Ces grandes vacances de mes 13 ans ressembleront aux grandes vacances des années passées, mis à part les 3 derniers jours dédiés à la fête du village. Entre 5 et 10 ans, je ne trouvais pas la fête du village très exaltante, car ma grand-mère, pour se faciliter la vie, eh bien, elle me prenait un abonnement à la chenille. Conclusion, je passais 3 jours dans ce manège qui donne mal au cœur, et je regardais avec envie les enfants qui se désarticulent les omoplates pour attraper la floche afin de gagner un tour gratuit. Moi, je n'y avais plus droit. J'étais une privilégiée. Alors je me mettais à rêver des balançoires. Maintenant que j'ai 13 ans, je gère mes petits sous. Et je partage mon adrénaline entre la chenille, les balançoires et le tir à la carabine. Et depuis hier, il y a une nouvelle tête dans le paysage. Elle est plantée au sommet d'une grande perche à haricots. La tête ne parle pas, ne sourit pas, elle me regarde. Moi qui suis taquine et qui n'ai pas ma langue dans ma poche, j'ai envie de le titiller. Alors je fais des messes basses avec ma copine, histoire de lui faire savoir que je ne suis pas indifférente à l'intérêt qu'il me porte. Qu'est-ce que je me sens bien. J'ai l'impression que tout le monde a vu qu'un garçon me suit partout. Je me sens la reine de la fête. Je suis devenue une jeune fille, comme dirait ma maman. C'est seulement le lendemain matin, vers 11 h, qu'il est venu se glisser à côté de moi, devant le stand de tir. Et c'est au bout d'une demi-heure d'immobilité muette qu'il m'a dit « On marche un peu ?» Ma tête a fait signe que oui, et on a marché l'un à côté de l'autre en silence. Nos pas nous ont conduits tout naturellement au bord de la Semois, en un lieu des plus romantiques qui porte le nom magistral de la pierre du diable. Et là, il a bien fallu s'arrêter de marcher sans qu'on allait tomber dans l'eau. Alors il a mis son bras autour de mes épaules et j'ai perdu la sensation de mon corps. Je ne savais plus où étaient mes jambes. Puis au bout d'une heure, qui m'a semblé être 5 minutes, il a posé ses lèvres sur les miennes et il a introduit sa langue dans ma bouche. Qu'est-ce que c'est doux! Oh, à mon époque, aucune fille ne savait qu'un baiser se fait avec la langue. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est bon! Je vais en avoir des choses à raconter avec toutes mes copines. Et puis on a marché dans l'autre sens pour se débarrasser des fourmillements du corps. Et on est revenu au point de départ. Et il a dit « Au revoir, mes parents m'attendent ». Et j'ai répondu « Moi aussi ». Et en s'éloignant, il a encore dit « Je m'appelle René ». Ah, j'ai trouvé que c'était le plus beau des prénoms. Ça m'a coupé le souffle. Et du coup, mon prénom à moi n'est pas sorti de ma gorge. Alors il est parti, sans même savoir comment je m'appelle. Il est 3 h de l'après-midi, je picore ce que ma grand-mère a réchauffé pour la 3e fois.
Toute la famille a terminé le dessert depuis longtemps. Et mes parents m'envoient des yeux revolver. Ils veulent montrer aux oncles et aux tantes qu'ils ont le dessus sur moi. Mais je les laisse dans leur illusion de pouvoir. Ils ne savent pas que je viens de vivre la plus importante expérience de toute ma vie. Mais oui, je suis passée du sexe indéfini de l'enfance au sexe défini de femme. Et puis tout à coup, tout le monde m'embrasse et me souhaite bon retour. Les vacances sont terminées. Ma grand-mère verse des larmes de circonstance en appuyant sur la gâchette de son photobox Kodak pour immortaliser l'instant. Elle est la seule femme au village à avoir un appareil photo et elle le fait savoir à tout le monde. Puis mon père me pousse à l'arrière de la voiture. « Attends un petit peu ma petite fille, qu'on soit à la maison, tu vas voir !» Quoi qu'il dise, cela ne m'atteint plus. Parce que dans ma bouche, je fais des ronds avec ma langue. Je caresse l'intérieur de mes joues et j'entre dans le paradis de la volupté.